En matière de sécurité, de la société, nous adopterons un plan quinquennal de redressement des moyens et des conditions de vie de nos compatriotes qui exercent des tâches de sécurité en matière notamment de police. Parce que ça n'est pas une vie facile, c'est parfois même une vie très difficile, et je tiens ici à rendre hommage à tous les fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Nous essaierons de porter progressivement, à la fin du quinquennat, en francs constants, mais là je parle en euros pour que vous ayez un ordre de grandeur. Actuellement, le budget complet de police et de gendarmerie est aux alentours de 15 milliards d'euros. Nous le porterons à 20 milliards d'euros à la fin du quinquennat, c'est-à-dire une augmentation de 25%, avec notamment des primes de difficulté pour les endroits les plus difficiles du pays. Nous allons redéployer l'outil de sécurité sur l'ensemble du territoire avec la sécurité pour tous. Nous réattribuerons la gendarmerie au ministère de la Défense. Parce que ce ne sont pas les mêmes cultures, d'entreprise, si j'ose dire. Et la gendarmerie, comme son nom l'indique, ce sont les gens d'armes, ont une culture qui n'a pas en fait vraiment pris au ministère de l'Intérieur. C'était d'ailleurs une ineptie voulue par M. Sarkozy. Et en fait, la gendarmerie a sa place au ministère de la Défense. Nous interdirons la privatisation rampante de la sécurité nationale. Nous réaffirmerons le rôle de l'État en matière de sécurité. Nous aurons également une politique de prévention de l'insécurité et de la violence par la restauration de l'autorité de l'État et de la loi. Et restaurer l'autorité de l'État, ça passe d'abord par restaurer le respect suscité par les dirigeants du pays, qui susciteront désormais non pas le mépris, mais le respect. Nous ne tolérerons plus qu'il y ait des zones de non-droit en France. Et nous interviendrons pour cesser tous les trafics d'armes qu'il peut exister dans certains quartiers. Parallèlement, nous mènerons une politique d'éducation et de promotion d'une société de non-violence. On demandera notamment à TF1 et à France 2, TF1 renationalisé, de mettre un petit peu moins de séries américaines où on tire dans le tas tout le temps. Mais nous essaierons, on ne va pas jouer les pères la pudeur, mais on essaiera d'avoir aussi à la télévision française des films qui élèvent l'esprit, qui proposent plutôt une société douce, de tolérance, de non-violence, voilà, de respect de l'autre. Nous essaierons aussi de valoriser une société où la valeur suprême n'est pas uniquement la valeur de l'argent, mais aussi le bénévolat, la gratuité. Nous interdirons d'avoir une Rolex au-dessus de 50 ans. Ah, je plaisante, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Nous préviendrons l'insécurité et la violence aussi par la baisse du chômage. Parce que c'est aussi bête que ça. C'est que quand on a 8 millions de personnes qui sont au chômage ou en sous-emploi chronique ou des petits boulots, dans un univers où il y a de plus en plus de tentations, dans des galeries marchandes à n'en plus finir, avec des produits venus de tous les 4 coins du monde, mais qui sont fabriqués ailleurs, puisqu'on a disjoint le lieu de production du lieu de consommation, que l'on a de plus en plus de chômeurs qui sont là toute la journée pour regarder derrière les vitrines ce qui leur fait envie, dans une société où on vous explique que si à 50 ans vous n'avez pas de Rolex, vous avez raté votre vie, eh bien évidemment, ceci ne peut conduire qu'à la montée de la violence. C'est pas seulement un fait en France, c'est dans l'ensemble des pays occidentaux. Donc déjà, il faut aussi rendre aux gens un travail honnête et sain et serein pour faire baisser la violence. Et puis nous préviendrons également l'insécurité et la violence par la fin des guerres illégales auxquelles participe la France. Parce que pour qu'un État soit respecté, pour que des lois soient respectées, il faut que l'État soit respectable, que ceux qui votent les lois soient respectables eux-mêmes et qu'ils n'appliquent pas le 2 poids, 2 mesures, qu'ils ne fassent pas
des millions ou des centaines de milliers de morts à 5 000 ou 15 000 kilomètres de là, au même moment qu'ils vont mettre en prison un petit délinquant de cannabis. Ça ne va pas. Nous rétablirons aussi les libertés publiques en refusant le mandat d'arrêt européen, en rétablissant le secret des correspondances. C'était mis tel quel. C'était indiqué tel quel dans le programme du Conseil national de la résistance, puisque les nazis avaient pris cette fâcheuse habitude d'ouvrir les correspondances. Mais désormais, ce ne sont plus les nazis, c'est la CIA. Ah oui, je suis complotiste. Mais on a appris quand même, en lisant la presse, que la CIA, à moins que ce soit la NSA, écoutait toutes les conversations téléphoniques de M. Hollande. Remarquez... Ça ne devait pas être d'un intérêt exceptionnel. Mais c'est quand même une question de principe. Voilà. Nous rétablirons le secret des correspondances autant que faire se peut. Et donc, je demanderai à l'ambassadeur de bien vouloir démanteler les systèmes d'écoute qui ont été installés. Voilà, parce que ça ne se fait pas entre amis. Voilà. Et en cas de refus, s'il refuse, je dirais, monsieur l'ambassadeur, si vous refusez, c'est extrêmement simple. Vous êtes persona non grata sous 48 heures. Et quand je dis tout ceci, je voudrais quand même clarifier. Moi, j'ai des amis américains. Je n'ai pas d'hostilité face au peuple américain, bien entendu. Nous avons d'ailleurs à l'UPR, nous avons à l'Union populaire républicaine, plus de 55 adhérents expatriés aux États-Unis qui ont fait leur vie et qui ont adhéré à l'UPR parce qu'ils approuvent tout ce que nous disons. Je n'en veux pas au peuple américain, mais j'estime qu'ils doivent quand même faire en sorte, ou en tout cas nous ne devons pas accepter ce que les élites américaines ont décidé de faire. La France n'est pas une colonie des États-Unis d'Amérique. La garantie de la neutralité d'Internet, de la neutralité du web, une initiative planétaire pour interdire le puçage des êtres humains par des puces RFID. J'ai vu que je ne sais quel magazine a voulu me faire passer pour un hurluberlu en disant que je voulais interdire le puçage génétique des êtres humains. Je n'ai jamais parlé de puçage génétique, j'ai parlé de puçage avec des puces RFID. Je ne sais pas, il a été considéré que c'était complètement saugrenu. C'est pourtant extrêmement grave ce qui se passe, puisque ça se multiplie. J'étais d'ailleurs ce matin sur une radio périphérique où l'un des journalistes me dit « Alors on vous reproche de vouloir interdire le puçage des êtres humains. » C'est quand même le monde à l'envers. Paraît-il que je suis d'extrême droite. Ces grandes consciences de gauche veulent pucer les êtres humains. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors j'ai dit, mais non, mais excusez-moi, mais oui, c'est un problème grave parce que j'avais déjà dit ça il y a 5 ans et ça se développe. En Australie, aux États-Unis, en Belgique, paraît-il que maintenant, le fin du fin, quand vous travaillez dans une entreprise, c'est que quand vous allez au restaurant d'entreprise ou quand vous arrivez le matin ou partez le soir, c'est beaucoup plus pratique, paraît-il, de passer comme ça. Vous savez, comme quand vous êtes dans un péage autoroutier, si vous avez le petit bip là collé sur le pare-brise. Sauf que là, c'est pas collé dans le pare-brise, c'est à l'intérieur de votre poignet. Mais ensuite, une fois, alors c'est pour l'instant, c'est sur bénévolat. Enfin, c'est sur, comment dire, chacun, c'est à la disposition de chacun, ça n'est pas obligatoire. Mais ça commence toujours comme ça. Vous connaissez la tactique du salami. C'est-à-dire que ça commence, non, c'est rien du tout, c'est une bricole. Et puis après ça, non, ça serait quand même bien, cher ami, que vous êtes le dernier des salariés à ne pas l'avoir. Alors, il paraît qu'au dernier conseil d'administration, il a été décidé que les salariés qui refusent, ce sera un motif de licenciement. Et puis progressivement, tous les salariés devront avoir une puce RFID. Puis après, on aura mis simplement votre nom et puis votre numéro de matricule. Et puis après, on dira, cher ami, ça serait bien, en cas de prise de sang, ça vous évite des prises de sang, on va mettre votre facteur Rhésus. Et puis également votre date de naissance. Et puis votre compte bancaire, c'est assez pratique. Et puis votre conjoint. Et puis en plus de ça, comme c'est une puce RFID, on va pouvoir vous suivre à tout moment. Si par exemple vous aviez la maladie d'Alzheimer, on pourrait vous retrouver facilement. Non, doutez pas, ça va être très pratique pour voter aussi. Et puis si vous voulez acheter des livres, ça sera très pratique également.
etc., etc., etc. Tout ceci risque, et vous le savez bien, si on n'y aime pas le holà, nous risquons de livrer à nos enfants ou à nos petits-enfants une société effroyable. Nous mettrons fin à l'état d'urgence permanent puisque c'est le 16e mois. Certains disent que finalement cet état d'urgence n'est pas tellement appliqué. Ça, c'est vrai. Hélas, c'est vrai que le 14 juillet à Nice, il n'était pas appliqué, puisque sous l'état d'urgence, je crois qu'on ne peut pas avoir de rassemblement de plus de 5 personnes ou 10 personnes sur la voie publique, il y en avait 140 000. Donc l'état d'urgence n'est pas totalement appliqué, mais il est en partie appliqué. C'est-à-dire que demain, ce soir, quelqu'un peut venir chez vous pour aller perquisitionner à 3 heures du matin, comme ça. Et on est en train d'habituer, ça fait le 16e mois consécutif qu'on est en train tout simplement d'habituer les Français à ce qu'ils s'habituent à avoir perdu leur liberté publique fondamentale, de la même façon qu'on les a habitués. On les a habitués à avoir des forces militaires, paramilitaires, avec des armes dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Je peux vous assurer que si nos parents ou nos grands-parents décédés il y a 30 ans revenaient sur terre et à Paris, ils seraient éberlués de la situation de surveillance généralisée qui nous est ainsi imposée. S'y ajoute le développement exponentiel des caméras de surveillance. Adoption en 2010 de la loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPSI 2, l'État pourra désormais imposer aux municipalités l'installation de caméras dans 3 cas, la prévention des actes de terrorisme, c'est quand même très vague, les sites d'importance vitale ou les intérêts fondamentaux de la nation. On pourrait dire aussi au risque de pluie. L'État a décidé de multiplier par 3 le nombre de caméras qui passeront de 20 000 à 60 000 d'ici à quelques jours, à fin 2011, dont 1 millier à Paris. Ça veut donc dire quand même que nous en sommes maintenant à 1 caméra de surveillance pour 1000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça donne. Voici les caméras à Paris. Nous mettrons donc fin à l'état d'urgence permanent. Nous mettrons également sous surveillance les systèmes de Vigipirate, avec, qui seront valables pour 2 mois renouvelables une fois, et au 3e renouvellement, eh bien là, il faudra une saisine soit du Parlement, soit un référendum, parce que ça n'est pas normal que nous vivions constamment dans une société de surveillance. Nous encadrerons les fichiers nationaux de Français, nous interdirons le stockage hors de France des données personnelles des Français. Et puis, nous assurerons la protection des lanceurs d'alerte. Et si je suis élu, eh bien, dès la première semaine de mon installation, et si c'est encore d'actualité, j'accorderai en notre nom collectif l'asile de la République française à Snowden et à Assange.